Qui sera dans la McLaren numéro 8? Ayrton Senna ou Mika Hakkinen? Cette question enflamme le petit monde de la Formule 1 au moment de partir pour l'Afrique du Sud. Mais ce n'est pas tout, car il se trouve que la licence de Prost pose problème. De même que l'engagement de Williams dans le championnat du monde. 1993, c'est le dernier duel, la dernière bataille entre deux des plus grands pilotes de tous les temps. Prost contre Senna, le Français contre le Brésilien, le professeur contre Magic. Un duel arbitré par des champions en devenir, Hill, Schumacher ou Hakkinen. 1993 est une saison intense, l'une des plus riches en histoire et des plus passionnantes à suivre. Bienvenue dans 1993, le dernier duel. Dans l'épisode de présentation, on a suivi l'intersaison agitée d'Ayrton Senna et à quelques jours du premier Grand Prix de la saison, on ne sait toujours pas si le Brésilien sera dans la McLaren. Ron Dennis a même inscrit Mika Hakkinen dans la McLaren numéro 8. En réalité, c'est parce qu'Ayrton Senna a encore une chance d'aller chez Williams. Par où commencer? Il faut savoir qu'en fin d'année 92, Williams a eu du retard sur son inscription pour la saison 93. Les démarches auprès des instances, à savoir la FOCA et la FISA, ont évolué et celle-ci est arrivée hors délai. Résultat, pour que Williams-Renault participe au championnat du monde 93, il faut, en vertu des accords Concorde, que toutes les équipes donnent leur accord. Et Franck n'a pas que des copains. Il se trouve que certains souhaitent que les coûts baissent, et cela passe par une baisse de toutes les aides électroniques. L'un des principaux anti-électroniques se nomme Flavio Briatore. Assez ironique, n'est-ce pas? Il y a aussi Bernie Ecclestone qui n'a pas manqué de ralentir la procédure pour piéger Williams. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la super licence de Prost. En fait, Mosley est rancunier envers Alain Prost qui en 92 a tenu des propos problématiques. En effet, le Français accuse Ecclestone et Mosley d'ingérence, de diriger la F1 comme ils l'entendent dans le but d'enrichir leur business. Bon, il est clairement stipulé dans les règles de la fédération que les acteurs de la piste n'ont pas le droit de causer du tort à ces dernières, ainsi qu'au championnat du monde de Formule 1, et Mosley le prend donc tel quel. Ces deux affaires sont traitées quelques jours avant le lancement de la saison, le 5 mars pour être précis. La question de Williams et de toute cette électronique est débattue, et les équipes peinent à se mettre d'accord. Mais par l'absence de directive de la FOCA, les principaux opposants de Franck, que sont Bernie, Briatore et Minardi, s'abstiennent de voter. Bilan, Mosley accepte l'engagement de Williams au championnat du monde 93. Tout ça pour ça, juste pour avoir le dernier mot. Ah, ça nous avait manqué ces histoires. Reste à statuer sur le cas de Prost. Là aussi, l'histoire se règle assez simplement car sa super licence lui est attribuée. Néanmoins, Alain est convoqué face au Conseil mondial après Kyalami et risque gros, comme un Grand Prix de suspension. Mais le triple champion du monde assume ses dires. Le dernier espoir de Senna de prendre un baquet chez Williams vient de s'éteindre. Alors, sera-t-il à Kyalami? On ne sait pas encore. Autre rumeur folle du paddock, la possible arrivée de Peugeot en Formule 1. Le championnat du monde des voitures de sport 1993 n'aura pas lieu. Ce dernier a été décimé par une envolée des coûts stratosphériques due au Sport 3 Litre 5. Ces voitures étaient des Formule 1 déguisées. La Peugeot 905 avait même le rythme pour se qualifier en milieu de peloton de F1. C'est dire à quel point les performances de ces prototypes étaient dingues. Mais pour le moment, elles sont mises au placard et à l'exception des 24 heures du Mans en juin, elles ne devraient pas ressortir. Alors, Peugeot et Jean Todt envisageaient donc de débarquer en F1. L'architecture moteur est d'ailleurs similaire, donc c'est déjà une bonne partie du chemin. Jean Todt y travaille depuis plusieurs mois et souhaite voir le Lion sur la grille de 94 en tant qu'écurie complète. Autrement dit, châssis, moteur. Si le siège Peugeot s'inquiète des coûts que peuvent engendrer un engagement en Formule 1, l'ancien copilote a bien avancé et chiffre le budget à 200 millions de francs. Dans sa quête, tous les potentiels investisseurs se montrent intéressés, et particulièrement John Hougan, le propriétaire de Philip Morris Europe. Mais il y a un mais. Les délais posent problème et le contexte économique aussi, notamment à cause de la loi E20.
Mais au final, le budget serait bouclé à 80%, c'est donc très encourageant. En réalité, il est difficile de se prononcer. Un engagement en Formule 1 ne se prend pas à la légère, et après avoir triomphé en groupe B, à Pikes Peak, au Dakar et en endurance, Jean Todt aimerait atteindre le sommet. En revanche, le président du groupe PSA, Jacques Calvé, est beaucoup plus réservé et souhaite rester en endurance ou retourner en rallye. Puis Jean Todt est tiraillé entre Peugeot et une autre proposition très alléchante. Il pourrait assouvir son désir de F1 ailleurs, car il se trouve qu'un certain Luca Di Montezemolo lui offre le poste de directeur de la Scuderia Ferrari. Le grand patron italien est entré en contact avec le français fin 92. Toujours est-il qu'au moment de débuter la saison 93, pas l'ombre d'une maquette Peugeot F1 dans l'usine du Lyon. Le projet pourrait donc tourner court ou voir le jour différemment. Affaire à suivre. Le jeudi 10 mars, veille des premiers essais, Senna met fin au suspense et embarque en direction de Johannesburg. Ce sera donc le Brésilien aux commandes de la McLaren numéro 8 et Häkkinen est donc relégué au poste de réserviste. Cela dit, Senna reste évasif sur la suite. Il doit encore négocier avec Ron Dennis et pourrait donc ne pas être présent à Sao Paulo. Par sa présence et le retour de Prost, le duel légendaire entre le Brésilien et le Français va donc pouvoir reprendre. Si Alain est largement donné favori après la domination Williams de 92, certains y mettent des réserves. Est-il toujours en forme après une année sabbatique? Saura-t-il s'adapter à une voiture bardée d'électronique et à une écurie Williams au management très rigide? Sans oublier la tourmente autour de son avenir et de sa convocation devant le Conseil mondial. Telles sont les questions qui tournent dans le paddock sud-africain. Cette saison 1993 commence de manière agitée et ce n'est pas terminé. Deux équipes font polémique, Lotus et Benetton. Ces derniers sont accusés d'avoir mené des essais privés clandestins sur une piste de dragster à quelques encablures du tracé de Kyalami. S'ensuit une dispute entre Briatore et Dennis au sujet des moteurs Ford. Plusieurs piques lancées par presse interposée. Ouais, ça gueule beaucoup en ce début de saison. C'est l'heure de faire parler la poudre. Le circuit de Kyalami vit donc sa deuxième édition après son retour en 92. Ce circuit historique de la Formule 1 était à l'origine une piste ultra rapide qui a fait les beaux jours des surpuissants moteurs turbo. Après 8 ans d'absence, la F1 a donc retrouvé un circuit complètement transformé qui ne partage que peu de choses avec sa version originelle. Désormais bien plus sinueux, il est plus difficile pour les pilotes de s'attaquer, mais offre tout de même quelques enchaînements sympas. Mais ce Grand Prix était à deux doigts de disparaître. En effet, le groupe propriétaire du circuit a fait faillite et l'événement a été sauvé de justesse par Dave McGregor qui a trouvé au dernier moment un associé pour maintenir l'épreuve. Disparu après l'édition de 85 suite à de moultes polémiques sur la situation géopolitique de l'Afrique du Sud, il fallait l'abolition de l'apartheid pour revoir ce Grand Prix au calendrier. Chose faite en 1991, mais avec de tels soucis de gestion, l'avenir de Kyalami en F1 est fortement menacé. Durant les premiers tours de roue, bon nombre de pilotes se font surprendre par la tenue de route des nouvelles F1. La réduction de la largeur des pneus provoque pas mal de tête à queue. En effet, les voitures sont plus sensibles et se récupèrent moins facilement. Comme quoi, l'électronique ne peut pas tout prendre en charge. Bref, les séances de qualification sont animées et nos deux rivaux préférés se livrent une bataille à couteau tiré. Senna fait parler la poudre et Prost doit se dépouiller pour accrocher la 21e pole position de sa carrière pour seulement 88 millièmes devant le Brésilien. En deuxième ligne, relégué à plus d'une seconde 5, Schumacher devance Damon Hill. Alési se hisse à une prometteuse 5e place devant la non moins surprenante Sauber de JJ Leto. 6e et 10e pour les nouvelles F1 de l'écurie suisse. Voilà de quoi avoir le sourire. Patrese devance Blundell, convaincant avec sa Ligier, et Andretti entre dans le top 10. Pour son retour, Philippe Alliot prend la 11e place devant Brundle. La 7e ligne est 100% brésilienne avec Fittipaldi et Barrichello. Berger n'est que 15e, trahi par sa suspension active. Notons que Zanardi devance Herbert. Capelli, Comas et Suzuki complètent le top 20. En fond de grille, on retrouve Katayama, premier pilote Tyrrell, Warwick, De Cesaris et Barbazza, tandis que les deux Lola ferment la marche. Alboreto devant Badoer. Que la fête commence. Alain Prost a dominé le warm-up le dimanche matin et on s'attend à voir le Français triompher en cette entame de saison. En revanche, la météo pourrait avoir son mot à dire car dans l'après-midi, le temps est orageux.
Forte chaleur et ciel menaçant. Sur la grille, le poleman est stressé. Son premier départ après 18 mois d'absence. Le public a répondu présent pour ce premier affrontement de la saison 93. Les 26 voitures sont installées sur la grille de départ. Prost et Senna en première ligne, Schumacher et Hill sur la deuxième. À l'extinction des feux, c'est la panique derrière. Andretti, habitué au départ lancé, cale, de même que Comas et De Cesaris. Devant, Senna et Hill ont pris les commandes, mais l'Anglais part en tête à queue devant la meute. Heureusement, tout le monde parvient à l'éviter. Sur la grille, Andretti et Comas s'élancent quand De Cesaris met pied à terre. Senna mène devant Schumacher, Prost, Leto, Wendlinger et Alesi qui attaquent l'Autrichien. Les deux Ligier sont juste derrière. D'entrée de jeu, Senna attaque suivi de la Benetton tandis que Prost trouve son rythme. La tenue des gommes est une grande interrogation pour ce Grand Prix et les conditions météo complexifient l'équation. Dans les premiers tours de course, l'écart entre les trois premiers se resserre. Troisième tour, Ivan Capelli détruit sa Jordan dans le mur de pneus de la rapide cassure à droite de l'avant-dernier virage, tandis que Katayama renonce sur un nu électronique. Les incidents se poursuivent et Andretti accroche la footwork de Warwick. Lui-même surpris par la minardie de Fittipaldi, reparti après un tête-à-queue. C'est la pagaille et l'Américain abandonne après seulement 5 tours. Dans le même temps, Leto regagne les stands pour résoudre un souci sur sa boîte. Début de course agité. En tête, la jonction est faite entre Senna, Schumacher et Prost. La perte de vitesse du poliste interroge. S'il se sentait bien durant ses premiers tours, il s'avère que sa suspension est montrée des signes de faiblesse, rendant la voiture bien plus difficile à amener. Ainsi, la McLaren s'expose tandis que Prost s'impatiente derrière la Benetton. À l'entame du 13e tour, le Français sort bien mieux du dernier virage et dépossède Schumacher de sa deuxième place dans la ligne droite. Prochaine cible, Senna. Pendant ce temps, Wendlinger observe une pénalité de stop and go pour départ anticipé. En quelques virages, Prost est revenu sur la McLaren de Senna et attend la bonne opportunité. Derrière, Zanardi et Hill s'accrochent au freinage de l'épingle Westbank. Abandon pour les deux hommes. Retour en tête de la course où Senna résiste à la Williams-Renault. Une défense farouche du Brésilien qui affirme ses intentions. Mais Ayrton est en difficulté avec sa monoplace et cède au 24e des 72 tours. Par ses soucis de suspension, la McLaren est immédiatement sous la menace de Schumacher qui ne se fait pas prier pour doubler à son tour. Mais dans le dernier secteur, les deux hommes entrent au stand pour leur premier arrêt. Aux mécaniciens de jouer, et chez McLaren, on est plus rapide que chez Benetton. Ainsi, Ayrton reprend l'avantage sur l'Allemand. Assez nettement d'ailleurs. Pendant ce temps, Prost attaque et entre au stand au tour suivant. L'arrêt de Williams est un poil plus long que celui de McLaren, mais le Français conserve les commandes. Dans le même temps, Jean Alesi renonce. Pompe hydraulique de suspension active cassée. Puis c'est Wendlinger qui ajoute son nom à la liste d'abandon, coupure de son moteur. Sans oublier les retraits d'Alio, de Suzuki, de Badoer, de Barrichello, de Barbazza et de Herbert. Ce Grand Prix est une hécatombe. À la mi-course, alors que le ciel s'assombrit davantage, Senna et Schumacher se retrouvent pour un nouveau round. Mais ça finit mal. Michael plonge à l'intérieur, mais constatant qu'il vient de trop loin, tente de se faire tout petit sur le vibreur, mais touche l'arrière de la McLaren.
La Benetton part en tête à queue et cale. Abandon pour l'Allemand. Dommage car un podium était envisageable. En tête, Prost creuse l'écart sur un Senna handicapé par une voiture endommagée, mais le Brésilien tient sa deuxième place. C'est alors que Benetton subit un nouvel affront avec la sortie de piste de Patrese. L'Italien était troisième et se retrouve tanké dans le gravier. C'est fini. En revanche, en fin de course, la météo fait des siennes. Des éclairs frappent à l'horizon et dans les stands, on prépare les pneus pluie. Il reste moins de 10 tours et tout peut encore se passer. Les premières gouttes s'abattent et rendent la piste glissante, ce qui manque de piéger Berger. Cela dit, ce n'est pas assez intense pour changer de gomme et tous les pilotes restent en slick. Sauf que dans le dernier tour, l'orage s'abat clairement sur le tracé sud-africain et les voitures sont donc sur des œufs. Prost se montre extrêmement prudent et laisse même Warwick et Lehto se dédoubler. Alors que Berger abandonne, Alain vient à bout des 72 tours de ce Grand Prix d'Afrique du Sud et signe son retour par une victoire. La 45e de sa carrière qui fait office de rédemption après 18 mois de doute et de spéculation. Senna arrive 1 minute 20 derrière le Français et troisième à un tour, c'est le surprenant Mark Blundell qui s'offre son premier podium en carrière, le premier de Ligier depuis Jacques Lafitte à Détroit en 1986. Fittipaldi prend une belle 4e place, tandis que Lehto a profité des nombreux abandons pour prendre la 5e. Berger prend le dernier point disponible étant donné que Warwick est parti à la faute dans le dernier tour. Just fantastic. It's look maybe easy from outside, but you know, it was a difficult race. I did a bad start, and I had to overtake Schumacher and Ayrton. Was not so easy. For sure, my car was better. Then at the end, the rain was coming, and just trying to keep a lot of gap between Ayrton and myself. But how do I feel? I don't know at the moment. You know, it's. In fact, it's like if I did not stop for 16 months. You know, I really feel well and much better than 2 years ago. I am in a fantastic team. I'm very, very confident about the team, and they look even more and more confident about me. So it's a very strong team, very well organized, very, very nice people. Relation between Williams and Renault, fantastic. And you know, for a driver, when it's like this in this kind of environment, everything is a bit easier. I had a good run on the early laps, and my car was handling good. Everything was functioning okay, but suddenly I had a problem, an electronic problem, I don't know what it is, and the car just stopped working completely. And instead of building up a gap at that stage that I was doing over Schumacher, I lost immediately the advantage, and I was struggling even to keep going. I thought even about stopping, but I knew they couldn't do anything. I just carry on, but the car was undrivable. Just suddenly, it was incredible. Just one corner, suddenly, boom, the car changed like everything was wrong, and it was that way from there on. I stopped right away from tires. To improve a little bit, we changed tire pressures just to help. I told them over the radio, but the car was, unfortunately, was very bad. We always had the plan at the beginning of the race just to be consistent, because we knew people would fall out from this race in particular, maybe mechanical problems. We stayed consistent. Ricciardo came out in front of me halfway through. It was a 4-second gap. We took a 1.5 seconds away, maybe a little bit pressure because he went off on turn 3. But the biggest problem for me was I took too much fluid on board and had some cramp. So then I took the pipe out and spraying all over the visor. So I didn't really know it was raining until it was really wet. So that was a big problem. But I really enjoyed it. The team is great. I mean, it's a real good plus for them. They work very hard.
Le podium se déroule donc sous la pluie et les sentiments sont partagés. Malgré une poignée de main, la tension entre Senna et Prost est palpable. Les deux en sont conscients, le match est bel et bien lancé. Chez les outsiders, on célèbre. Chez les Bleus, c'est la fête et ce podium est prometteur pour la suite. La JS39 semble bien née et ce nouveau chapitre débute très bien. Chez Sauber aussi, on se félicite avec 2 points marqués par Leto. Une belle entrée en matière. Quant à Minardi, comment ne pas saluer la performance de Christian Fittipaldi, 4ème, il égale le meilleur résultat de l'équipe. Au championnat, le classement pilote est donc bien évidemment conforme au résultat de la course, et Prost compte 4 points d'avance sur son rival. En revanche, côté constructeur, il y a donc 6 équipes différentes qui ont inscrit des points, et Williams devance McLaren et Ligier. Cela dit, le résultat brut cache quelque chose. Dans le clan Prost, il y a quelques motifs d'inquiétude, quand chez McLaren et Senna, il y a des motifs d'espoir. Ron Dennis l'affirme, sans cet ennui de suspension, le Brésilien se serait imposé. Du côté de chez Benetton, c'est bien évidemment une occasion gâchée. Schumacher avait une bonne voiture et aurait dû finir sur le podium. Quant à Damon Hill, la colère est grande. Le Britannique s'en veut de son erreur au départ. En fait, cette entame de saison soulève plus de questions que de réponses. Qu'en est-il de la hiérarchie? Williams ne semble pas avoir autant d'avance qu'en 92. McLaren et Benetton ne sont pas loin. On aura donc plus de réponses au Brésil, mais entre-temps, il y a 2 intrigues à résoudre. Senna et McLaren doivent toujours trouver un accord pour la suite de la saison, et Prost doit passer devant le Conseil mondial. Mais ça, c'est pour le prochain épisode.